je vais vraiment finir par croire que les gels printaniers complètement dévastateurs, en fait, ça va devenir la norme. Salut à tous, c'est Julien, vous regardez le Vintubateur, ravi de passer ce moment avec vous. Comme vous l'avez lu dans ce titre, aujourd'hui on va parler du gel. Et pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, je vous mets un petit lien au-dessus de la vidéo que j'avais fait à peu près à la même époque l'an dernier sur le même phénomène. Donc le réchauffement climatique, c'est vraiment une réalité, hein. Le réveil des plantes se fait plus tôt et de fait, les risques de voir nos bourgeons se faire brûler par des phénomènes de gel devient de plus en plus coutumier. Alors face à cette réalité, passé la tristesse et l'impuissance, malgré la formidable énergie de certains à vouloir contenir les dégâts à renfort d'hélicoptères, de jets d'eau, de chauffeuses, il faut quand même commencer tout de suite à compter les pertes et se tourner vers l'avenir pour anticiper ce qui va découler de ce phénomène. Alors je dirais qu'en priorité, déjà, c'est sauver ce qui peut l'être. Certaines zones ont été épargnées, et sur les secteurs touchés, même gravement, la pratique culturelle du contre-bourgeonnage peut permettre d'espérer une récolte, même faible. Il faut aussi, et c'est certainement ce qui est le plus dur psychologiquement à réaliser, continuer à travailler les vignes qui ne sont plus fructifères pour leur permettre de redevenir l'an prochain des vignes vigoureuses et productrices. Il faut aussi être capable de trouver des solutions au chai pour combler le manque de volume qui va indubitablement arriver d'ici un an et demi. Alors pour cela, j'avais déjà parlé dans cette vidéo de l'an dernier du VCI, le volume complémentaire individuel, qui consiste en fait au droit qu'a chaque vigneron de conserver une partie de sa récolte de côté, après avoir rempli une déclaration bien spécifique, pour la réincorporer dans son millésime suivant, si celui-ci n'a pas atteint ses objectifs. Alors certes, la tolérance acceptée est assez faible, mais lorsque vous n'avez rien à vendanger, donc pas grand-chose à vendre, vous prenez quand même ce qu'on vous donne. Alors toujours pour pallier à ce problème de volume, il y a aussi donc au niveau de la gamme des vignerons, travailler un petit peu plus son produit phare, son produit principal et éviter les déclinaisons, type second vin, choses comme ça, pour concentrer tous les efforts sur le produit peut-être le plus valorisable par exemple. Alors après les solutions à la vigne ou au chai pour essayer de contrer ce problème de la gelée, il faut aussi parler d'autre chose, du nerf de la guerre qui est l'argent. Alors faire du vin c'est une noble tâche, mais on fait du vin pour le vendre et s'il n'y a pas de vin, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Alors au risque de déplaire à certains, le vin ça reste une industrie avec une offre et une demande et il est soumis à des règles de marché, à des cours et le cas échéant des quotas si les volumes ne sont pas au rendez-vous. Alors aujourd'hui, quels sont les risques? Alors pour le consommateur final, on pourrait croire que la conséquence de ces gelées ne serait visible que lorsque le millésime 2017 serait mis sur le marché, c'est-à-dire pour les appellations génériques d'ici un an et puis pour les plus prestigieuses d'ici 2 ans. Mais en coulisses, les tractations sont déjà en cours pour essayer de minimiser les pertes sèches. Pour cela, vignerons, négociants et distributeurs sont tous en train de recalculer leur stratégie commerciale et les conséquences vont être visibles dès cette année pour le consommateur du quotidien. Chaque acteur de la filière va vraisemblablement impacter les millésimes à la vente actuellement, c'est-à-dire 2014, 2015 et 2016. Un peu comme un impôt de solidarité, quoi. Pour venir contrebalancer la perte de chiffre d'affaires du futur millésime 2017. Alors cette revalorisation, elle va quand même passer assez crème, comme on dit, puisqu'on a la chance d'avoir des millésimes bons, voire très bons. Et donc de ce fait, la hausse des prix, elle se verra quand même assez moins. Alors là, on parle du négoce qui fait vivre quand même pas mal de viticulteurs. Les plus connus, c'est Castel ou Grand Chai de France, avec des marques comme Malzan, Baron de l'Estac, J.P. Chenet, Roche-Mazet. Alors ces gens-là travaillent souvent sur des contrats
de plusieurs années pour sécuriser leur accès à la matière. Et alors là, je vais me poser une question parce que j'ai pas la réponse. Les vignerons qui choisissent de travailler une partie en mise bouteille château chez eux et une partie en vrac pour ce type de négoce-là, ont-ils le droit de dénoncer ces contrats lors de millésimes pénuriques pour conserver ces volumes et les inclure dans leur mise en bouteille propre château et ainsi mieux valoriser leur chiffre d'affaires? Ou bien sont-elles quand même tenus à continuer à fournir le négoce via donc ces contrats? Alors, autre chose à savoir, c'est que ces mêmes négociants, malgré les contrats qu'ils ont déjà, ils auront moins de volume à acheter, donc moins de volume à vendre par la suite, donc perte de chiffre d'affaires. Donc, ils vont devoir aller un petit peu à la chasse aux produits. Et quand la demande est supérieure à l'offre, eh bien, il se passe évidemment le fameux phénomène d'inflation, qui aura forcément une conséquence sur le prix de vente consommateur, puisqu'il ne faut pas imaginer que la grande distribution va prendre pour elle une partie donc, de cette inflation. Elle va forcément répercuter toute cette hausse dans le prix de vente consommateur. Des alignements entre les enseignes vont s'opérer et ce sera toujours le consommateur final qui paiera. Je sais de quoi je parle, j'ai vécu ça de l'intérieur pour le millésime 2013. Alors pour continuer sur la grande distribution, puisque c'est quand même elle qui réalise, on va dire, un peu plus des 2/3 du chiffre d'affaires de la distribution des vins en France. Un des leviers qu'elle a pour augmenter son trafic dans ses magasins, c'est donc la publicité, les catalogues. Quelle va être sa politique dans les 2 années à venir en termes de vin? Ça va être une baisse de la pression publicitaire dans les prospectus au niveau du vin pour conserver des volumes dans les cales, comme on dit, et approvisionner les fonds de rayon qui sont plus rémunérateurs. Et c'est donc encore une épine dans le portefeuille du consommateur puisque moins de promos. Alors aujourd'hui c'est vers la production que tous les regards se tournent, mais il faut savoir que la viticulture fait aussi vivre toute une économie autour du vigneron. Les imprimeurs, les verriers, les tonneliers, les bouchonniers, les œnologues et les prestataires de services, les transporteurs, les vendeurs de produits phytosanitaires. Ce sera donc pour eux moins de travail, moins d'hectares à couvrir, moins de volume à conditionner. Et pour pallier le manque de chiffre d'affaires qui sera réalisé avec le fichier client actif, tous ces métiers connexes devront se livrer entre eux une sorte de concurrence acharnée, voire sauvage, pour développer de nouveaux clients. Alors cette concurrence en année productive, elle est plutôt saine. Là, sur des années pénuriques, je pense que ça va plutôt être des coups bas et des choses comme ça pour essayer d'avoir de nouveaux clients dans son portefeuille. Alors à aujourd'hui, je ne sais pas si les dégâts qui ont été causés chez nous sont les mêmes en Europe ou voire dans le monde, j'ai pas vraiment regardé. Mais si tel n'est pas le cas, c'est une nouvelle porte ouverte aux vins étrangers pour venir conquérir des parts de marché sur le territoire français et même à l'export. Alors j'ai strictement rien contre la concurrence des pays étrangers. On est en période électorale un petit peu troublée, je voudrais pas que mes propos soient distordus. Mais ces parts de marché qui risquent d'être prises, il faudra ensuite que nous on aille les récupérer. Et c'est toujours de l'investissement supplémentaire, du temps en plus dont on se serait bien passé. Je vous invite à regarder par exemple le nouveau plan commercial du CIVB qui, il y a encore quelques jours, paraissait offrir de belles perspectives et qui sera très certainement à revoir dans les semaines prochaines. Alors voilà, je ne connais pas forcément votre niveau d'implication dans la filière. Alors il y a peut-être des moments où j'en ai perdu certains sur des termes un petit peu techniques et je m'en excuse. Mais en tous les cas, la zone commentaire, elle est là pour vous donner des informations en plus sur des choses que je ne vous aurais mal fait comprendre. En tous les cas, je réponds à tout le monde et puis chacun peut aussi se répondre les uns les autres. C'est fait pour ça. Vous pouvez aussi laisser le petit pouce bleu qui fait très plaisir. Vous pouvez aussi partager la vidéo, vous abonner à la chaîne, ça aussi ça serait plutôt cool si c'est pas déjà fait, et puis me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis aussi très actif sur Facebook et sur Twitter. Je vous dis à très bientôt et je réitère mon message de soutien aux vignerons. Bon courage.